Mesdames, Messieurs, bonsoir. Acte 2 ce soir de Mosaïque ou comment se regarder dans les yeux. Question de consolider le vivre ensemble camerounais en compagnie de nos invités. Il a été question une fois encore de savoir comment par l'institutionnel ce soir, eh bien les Camerounais se sont intégrés mais non sans évoquer ce qui n'a pas manifestement marché. L'État camerounais par la santé, l'éducation, l'emploi, le travail a-t-il réduit les inégalités manifestes ainsi que les frustrations? Des questions et bien d'autres qui sont au cœur de cet autre rendez-vous, cette émission ce soir. Arnaud Guefak, bonsoir. Bonsoir Ghislain Pierre-Essono, Madame, Messieurs, bonsoir. Mosaïque, livraison 2, regard sur le dispositif institutionnel en place destiné au renforcement de la cohésion nationale si chère à notre pays. Ghislain l'a dit, nous allons jauger et appréhender le rythme d'une danse d'unité et du vivre ensemble qui battrait en ce moment de l'aile au nom de la montée de la haine tribale dans notre société. Et avec nous sur ce plateau, Joseph Kanke, bonsoir. Bonsoir. Les membres de la communauté universitaire ajouteront professeur parce que vous êtes universitaire, enseignant à l'université de Tchang, par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Il y a eu l'ouverture de l'Assemblée de la session parlementaire du mois de mars aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut y retenir en quelques mots? Bien, on a suivi le discours du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale parce que ce mois qui est consacré à la session ordinaire du mois de mars est consacré à la mise sur pied du bureau de l'Assemblée nationale et même de la recomposition des commissions, des différentes commissions générales à l'Assemblée nationale. Ce sera le cas au Sénat également, donc voilà pour des choses qui vont être faites. On attend également d'éventuels projets ou propositions de loi que nous examinerons et adopterons justement au cours de cette session de mars 2019. À côté de vous, Marouf Amidou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général et porte-parole de l'association des Mbororo du Cameroun, la célèbre association Baskouda. Boskouda, c'est l'association des Mbororo qui sont considérés comme un peuple minoritaire. Vous vous considérez comme tel? Exactement, les rectifications d'abord. Je suis plutôt le porte-parole. Le secrétaire est absent. Boskouda est une association qui regroupe tous les Mbororo du Cameroun. C'est une association, vous avez dit, nous sommes les minorités. C'est nous que la Constitution, les lois camerounaises protègent au Cameroun. Les Mbororo et les Pygmées. Donc je suis très content d'être ce soir pour que nous puissions évoquer l'intégration nationale et le vivre ensemble au Cameroun. Vous êtes le bienvenu. J'accueille pour le moment le docteur Joël Meyolo. Monsieur, bonsoir. Habitué un peu des plateaux de Canada International. Oui, c'est vrai qu'il y a un temps, je n'ai pas été invité, d'où toute la satisfaction que j'ai et le plaisir que j'ai d'être là aujourd'hui. Vous enseignez l'histoire à l'université, principalement celle de Yaoundé 1, et c'est tout un plaisir de vous accueillir ce soir. On verra comment est-ce qu'on est parti de l'institutionnalisation de ce que j'ai envie d'appeler le vivre ensemble au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on est passé. Bienvenue en tout cas sur ce plateau. J'accueille également M. Bombamba, qui tout aussi est habitué des plateaux de Canada International. Il est analyste des questions politiques. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Ghislain Pierre, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là et de pouvoir aborder le vivre ensemble, qui est une question importante pour notre pays, c'est d'autant plus que des divisions surviennent de partout. Les Camerounais se questionnent, se regardent en chien de faïence. Il faut ouvrir ce débat et c'est tout le mérite pour Canal 2 qui a osé ouvrir et créer cette émission pour pouvoir poser cette question, en tout cas pour qu'on puisse en discuter. D'abord pour nous qui sommes sur le plateau, mais également pour les nombreux Camerounais qui nous regardent. Merci mesdames, merci messieurs de nous avoir honorés pour cette édition numéro 2 de votre émission Mosaïque, vivre ensemble, cohésion nationale, unité. Qu'est-ce qui selon vous, au plan institutionnel, Joseph Kanke, constitue une garantie ou le vœu de l'État à préserver ces valeurs qui nous sont chères? Bien, nous sommes dans notre pays et le premier texte auquel on peut se référer, c'est la Constitution de notre pays, celle du 18 janvier 1996. Et dans cette Constitution, quand vous regardez l'article 1er, même avant l'article 1er, le préambule de la dite Constitution, vous voyez que dans ce préambule, qui fait partie intégrante de la Constitution en application, justement de l'article 65 de la même Constitution, vous allez vous rendre compte qu'on fait la promotion
de l'égalité en droit et en devoir de tous les citoyens camerounais, en fait de tous les Camerounais. C'est déjà une façon, n'est-ce pas, de nous dire que nous sommes égaux en droit et devoir et que nous devons vivre ensemble. On fait également la promotion de la laïcité. La laïcité qui est une notion essentielle dont l'application, n'est-ce pas, au quotidien dans la notion de vivre ensemble, je dirais, est capitale. Quand vous regardez maintenant l'article 1, l'article 1er de cette Constitution du 18 janvier 1996, vous allez voir que dans cette Constitution, dans cet article 1er de la Constitution de 1996, alors on parle d'une république une et indivisible. On parle d'une république démocratique, on parle d'une république laïque et je dirais même sociale. Vous voyez, c'est à partir de tout cela qu'on peut dire que est implanté justement dans cette constitution le socle du vivre ensemble. Et à partir, en fait, au-delà justement de cette république une, indivisible, démocratique, laïque et sociale, on parle de la promotion, vous voyez, des langues nationales. On parle de l'égalité. En fait, on parle des langues officielles du Cameroun, justement dans l'article 1er, alinéa 2, alinéa 3 de la Constitution, de l'anglais et du français, n'est-ce pas, comme langue d'égale valeur. On parle également de la promotion du bilinguisme dans le même article 1er. Vous voyez, l'article 1er de la Constitution résume, si vous voulez, et sur le plan constitutionnel, n'est-ce pas, tous les éléments clés du vivre ensemble. Et si on va plus loin, on va voir dans l'article 64 de la Constitution la notion de l'intangibilité de certaines dispositions de la Constitution. Parce que quand on parle de la procédure de révision de la Constitution, il y a des choses qu'on ne peut pas réviser dans la dite Constitution. Notamment, on ne peut pas réviser justement la forme républicaine de l'État. On ne peut pas réviser les principes démocratiques, on ne peut pas réviser l'unité et l'intégrité du territoire national. Et quand on parle, vous voyez, de la forme républicaine de l'État, on revient encore, n'est-ce pas, à cette république une et indivisible. Et quand on parle de l'unité de la République, il s'agit de l'unité du peuple camerounais, il s'agit de l'unité du territoire et surtout de l'unité de la souveraineté, du pouvoir politique. Il y a d'autres diversités. Voilà, il y a une autre diversité qui était jusque-là perçue comme une richesse et aujourd'hui c'est devenu un peu comme un frein à cette unité nationale, si tant est que l'unité nationale et sa pérennité reposent sur l'implication de tous dans tout, tous perçus comme toutes les entités, toutes les ethnies, toutes les tribus. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se demander pourquoi les velléités d'exclusion et de dérive tribale ne sont pas sanctionnées par la loi? Moi, je pense que c'est sanctionné par la loi, puisque je vous parle de la Constitution. J'ai commencé par le préambule. Je dis bien l'article 65 de la dite Constitution précise que le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Ce qui veut dire que si vous violez, n'est-ce pas, une seule disposition de ce préambule, vous pouvez être poursuivi devant la justice de notre pays. On sanctionne. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle dans l'article 4, on vous dit que l'autorité de l'État, n'est-ce pas, est exercée par le président de la République et le Parlement. Ça veut dire que s'il y a violation, vous voyez, de ces éléments dont je viens de parler, alors on peut à tout moment saisir la justice de notre pays. Dans le même préambule, on parle des libertés fondamentales, vous voyez, de l'adhésion du Cameroun à la Charte des Nations Unies, à la Charte africaine des droits de l'homme, vous voyez, à la Déclaration, vous voyez, universelle des droits de l'homme. Ça veut dire que les libertés publiques sont également font partie justement de ce vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si ces libertés ne sont pas reconnues et exercées par tout citoyen camerounais. Mais on ne vous demande pas de les exercer n'importe comment. C'est la raison pour laquelle l'ordre et la sécurité doivent quand même régner dans notre pays. Tout à l'heure, professeur, et c'est extrêmement important. Qui est naturellement dans son élément. Hein. On rappelle pour la grande histoire, c'est pas la petite, que vous êtes enseignant des sciences juridiques et politiques à l'université de Tchang, et que donc l'activité parlementaire est une activité entre guillemets accessoire. Elle n'est pas accessoire, c'est une activité que j'exerce à plein temps, mais ça ne m'empêche pas, vous voyez, de faire mes cours à l'université parce que après mon élection, je suis en position de détachement auprès de l'Assemblée nationale. Tout à fait, oui. Voilà, donc pendant l'intercession, quand je trouve
du temps. Moi, je fais mes cours, je dirige les thèses, je siège dans les jurys soutenants de thèses de master, de thèses de doctorat, PhD. Voilà un ensemble d'activités que je mène sur le plan Tout à fait. académique. Ben, je voudrais poser une question d'ordre pratique à M. Marouf Amidou, qui est donc le porte-parole de l'association des Bororo du Cameroun. Il a si bien rappelé à l'entame de cette émission qu'il y a deux peuples qui sont déclarés comme étant des minorités au Cameroun. Il y a d'une part les Bororo et d'autre part les Bagieli et les Baka. Les Pygmées. Vous les appelez les Pygmées, mais il s'agit bien des Bagieli ou des Pygmées. Alors la question c'est, au regard de tout ce qui a été dit par le professeur à votre gauche, comment est-ce que vous vivez, vous, l'intégration vue par la Constitution, vue par les droits et autres devoirs qui vous sont affectés? Merci. Au regard de tout ce que le professeur vient de dire sur le plan formel, sur le plan des droits, la communauté Mbororo ou bien les minorités est presque satisfaite parce qu'il y a les dispositifs qui encadrent cette communauté. Par exemple, la Constitution encadre les minorités au Cameroun. Mais ça, c'est sur le plan textuel. Mais sur le plan pratique, on assiste quand même à un déphasage entre ce qui est dit et ce qui est fait au Cameroun. Parce que je peux prendre un exemple au Cameroun. On a dit que nous sommes les minorités. Combien de Mbororo réussissent au concours administratif au Cameroun? Il faut se poser la question. Il y a le principe de l'équilibre régional. Le principe de l'équilibre régional. À tous les concours administratifs. Oui, il y a le principe de l'équilibre régional, mais de nos jours, quand on analyse l'équilibre régional, on peut dire que cet équilibre est déséquilibré au Cameroun. Parce que même si nous prenons par exemple certaines régions où les Mbororo sont implantés, par exemple dans l'Adamawa, le nord-ouest, l'ouest, l'est, et si on analyse maintenant le critère de l'équilibre régional, parfois on ne fait pas allusion à la communauté Mbororo. On prend certaines ethnies au détriment de la communauté Mbororo lors des nominations, lors des concours administratifs, tout ça. Donc, il y a un effort que le gouvernement fait pour que la communauté Mbororo et d'autres communautés qui se réclament des minorités puissent intégrer vraiment la notion de vivre ensemble au Cameroun. Mais l'effort reste à parachever. parfaire. Très bien. Docteur Joël Meyolo, avant vous, je donne la parole à M. Bomba Ongba. Alors, je voudrais que vous entriez par la sortie du précédent intervenant sur la question des inégalités, puisque l'État camerounais est censé garantir effectivement ce que j'ai envie d'appeler le vivre ensemble par l'égalité du citoyen en droits et devoirs. Est-ce que, à l'analyse que vous allez faire, que vous allez nous proposer, on peut se dire que le Cameroun a un État qui régule les institutions pour que tout le monde se sente concerné? À l'observation, je pense que on peut avoir un avis mitigé. Il y a, comme le professeur a très bien indiqué, la volonté de l'État depuis qu'on est indépendant en 1960. Les pionniers de l'État du Cameroun ont voulu que les Camerounais puissent vivre ensemble de manière égale. Mais effectivement, à l'observation, il y a une sorte de disparité dans l'application de ces textes. Je pense que ces disparités peuvent être observées à plusieurs niveaux. Si je ne m'arrête que sur l'évocation des concours publics que le Bororo indiquait, l'État a pensé qu'il fallait effectivement appliquer ce qu'on a appelé depuis les indépendances l'équilibre régional, qui est une sorte de péréquation pour que tout le monde soit là. Mais les dosages ne sont pas justes, on arrive toujours à avoir des imperfections qu'on peut estimer être tout à fait humaines, mais qui parfois sont de nature à créer les déséquilibres. On est dans un contexte camerounais aujourd'hui où une partie du Cameroun a revendiqué au début un déséquilibre au niveau de la langue. On a appelé cette crise la crise anglophone, où ces gens-là estimaient qu'à un moment donné, il y avait une sorte de déséquilibre dans l'usage des deux langues qui pourtant du point de vue constitutionnel sont présentées comme des langues d'égale valeur, mais il y a une dominance du français qui est visible et effectivement ces gens-là, c'est et cela est en train d'être corrigé, on va le dire ainsi. C'est en train d'être corrigé, mais ce sont des inégalités qu'il faut continuer à corriger. On peut les citer comme ça, d'autres types d'inégalités, comme effectivement la question des minorités qui n'est pas prise en compte, ou même on a écouté dans les discours publics, et c'est très récent, une grande personnalité économique du Cameroun qui a évoqué un groupe ethnique qui n'a pas droit au pouvoir pour des raisons qui lui sont
qu'il a évoqué en indiquant que c'est dit dans les discours publics où certaines personnes l'ont dit, ce sont des frustrations qui sont de nature à laisser penser qu'il y a des ethnies qui ont voix au chapitre et d'autres ethnies qui n'en ont pas. Ce type de choses sont vues dans la pratique. Vous vous souvenez de certains ouvrages qui ont été publiés au Cameroun, notamment Charles Ateba, une de regrettée mémoire, paix à son âme, qui a publié un livre sur ce qu'il a appelé le pays organisateur, où il estimait effectivement que dans la répartition d'un certain nombre de postes stratégiques, il y a des ethnies. Il parlait des paradoxes du pays organisateur. Paradoxe du pays organisateur. Il estimait effectivement, après une analyse relativement objective, qu'il y a des dominances qui sont visibles et qui peuvent amener à frustration. Je pense que ce sont des choses qu'on constate, ce sont des choses qui sont réelles et qui peuvent montrer que si l'État, du point de vue textuel, constitutionnel, a tracé la voie dans une volonté de construire un Cameroun où les Camerounais peuvent s'estimer égaux en droit et devoir, mais dans la pratique, il y a encore beaucoup de choses à corriger. Alors, avec l'aide de la technique, Joël Meolo, on va voir, parce qu'on a évoqué la question des équilibres, justement, on va voir justement ces équilibres-là qui donnent à l'Adamawa 5%, à l'extrême nord 18%, au nord 7%, au centre 15%, à la région de l'Est 4%, à la région du Sud 4%, à la région de l'Ouest 13%, à la région du littoral 12%, à la région du Nord-Ouest 12% et à la région du Sud-Ouest 8%. Le test le plus récent en la matière, c'est en matière justement de ces équilibres, c'est le décret du Premier ministre du 13 septembre 2000 qui fixe le régime des concours administratifs et il est repris à son article 60 les dispositions sur les quotas des places réservées à chaque province, région aujourd'hui et donc renvoie à la fixation de la compétence et renvoie cette fixation justement à la compétence du Premier ministre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque d'une structure peut-être ou d'un organe de contrôle dans le respect de ces quotas-là? Est-ce que tout ça est respecté? Surtout que le test en question avait précisé qu'il faut également prendre en compte les minorités telles qu'on l'a évoqué tout à l'heure, les Mboro et les Pygmées. Est-ce qu'il n'y a pas comme un manque d'un organe de contrôle dans l'exécution de ces tests-là? Bien, disons que normalement, il aurait fallu qu'il y ait une instance qui contrôlerait cette disposition. Mais il me semble que la question se trouve ailleurs, en réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore important d'avoir un texte qui régit les quotas d'accès à la fonction publique? Et s'il existe, vous répondez par l'affirmative ou bien par la négative? J'en viens. Quels sont les critères qui aboutissent donc à cette répartition? Est-ce que cette répartition est-elle fonction de la démographie des régions? Est-elle fonction du niveau d'éducation ou de scolarisation de ces régions? Eh bien, il me semble que jusqu'ici, je n'ai pas une appréciation claire des raisons qui ont conduit à cela. Et je suis de ceux qui pensent que si on se situe dans l'histoire du Cameroun, on peut expliquer quelque peu le contexte actuel. Parce que nous dit l'histoire? L'histoire nous rappelle que ce soit la période allemande, du protectorat allemand, entre 1884 et 1916 à peu près, que ce soit la période franco-britannique, 1916, 60, 61 pour la partie sous tutelle de la Grande-Bretagne, eh bien, la politique scolaire a été en faveur de la zone forestière. Pour la simple raison que l'éducation était pendant longtemps l'œuvre des missionnaires. Et donc, on peut éventuellement expliquer que, avec l'indépendance, qu'il y ait des zones qui sont arrivées justement à l'indépendance avec, on va dire, un avantage comparatif aux autres. Et vous comprenez pourquoi est-ce que dès la question à l'indépendance, on pense à une politique d'équilibre régional.
C'est la naissance du principe. C'est la naissance du principe. On pense quand même pour l'équilibre régional pour permettre aux localités, aux zones, notamment celles de la Damawa et de l'Est, de rattraper les autres par la formation, je dirais pas au rabais, ou l'entrée au rabais de ces régions-là dans les institutions comme les NAM, ou l'école normale, ou plus tard l'IRIC. C'était pour rattraper... Je voudrais vous relancer, vous allez continuer, vous allez aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Mais est-ce qu'au départ, puisqu'il s'agit bien quand même de préserver à la fin une certaine compétence, il est dit, à tort ou à raison, qu'il y en a qui sont rentrés à l'ENAM avec le BPC et d'autres avec le baccalauréat et d'autres encore avec un niveau licence. Est-ce que cela n'a pas faussé le jeu au départ et ça a des répercussions aujourd'hui où les gens s'y sont installés dans ce que j'ai envie d'appeler les habitudes, qui ont la peau dure? Non, écoutez, moi je ne dirais pas que ce été une erreur, non. Parce que le jeune qui était de Marois était autant camerounais que celui qui était Bolova. Sauf que celui qui était Bolova Yaoundé a eu l'avantage qu'il y a eu, je prends par exemple le cas avec le commissaire Marchand, le commissaire français entre 1923 et 1933, qui a su récupérer ou bien impulser dans ce qu'on appelle la dégémanisation, la francisation du Cameroun, qui a su récupérer l'initiative allemande des écoles missionnaires dans le processus d'éducation, qui l'a renforcé. Alors, ce principe n'existait pas dans la région, dans ce qui est devenu l'extrême nord, le nord plus tard. Et donc, tous sont camerounais, il fallait qu'ils aient accès à la fonction publique. Maintenant, est-ce que sur cette base, on aurait dû continuer cette forme d'équilibre? Je dis quand même que la faute revient maintenant à notre incapacité, l'incapacité qu'on a eue, après les indépendances, à établir, à doter l'ensemble du territoire camerounais des mêmes infrastructures scolaires. Alors, pendant longtemps, il y a eu ce déséquilibre. Et donc, le fait qu'il y ait ce déséquilibre pousse nécessairement à ce qu'il y ait des ajustements et donc qui peuvent apparaître dans la forme la plus explicite comme étant l'équilibre régional. Alors, Joseph Kanker, relativement à cet équilibre régional, le ministre Ange-Michel Angouin, d'alors ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, disait qu'il n'y a pas de tribu excellente, il n'y a pas de tribu médiocre, que toutes les tribus se valent. Et justement, quand on voit l'équilibre régional tel que dit par la loi, pourquoi la question d'équilibre régional divise tant? Bien, moi je pense que si cette question divise tant, c'est tout simplement parce qu'il y en a, n'est-ce pas, d'une part, qui sont contre l'application de cette politique de l'équilibre régional, et il y en a qui sont pour l'application de cette politique de l'équilibre régional. Voilà les deux camps qui existent dans notre pays. Moi je pense certainement que cette politique de l'équilibre régional, c'est une très bonne politique. Parce que si on organise un concours comme celui d'entrée à l'ENAM par exemple, et qu'on ne tienne pas compte, n'est-ce pas, des composantes sociologiques, on ne tienne pas compte, n'est-ce pas, de l'existence des 10 régions, au niveau de la publication des résultats, on peut se retrouver avec les noms, vous voyez, d'une même région, ce qui peut fausser cette représentation, je dirais, sociologique au niveau de ces écoles de formation. Donc, moi, je trouve que c'est une politique, c'est pas parce que tel n'est pas brillant ou bien tel est plus brillant que l'autre. Moi, je ne le pense pas, mais c'est une politique pour avoir, n'est-ce pas, permettre à toutes les 10 régions de notre pays, n'est-ce pas, d'être présentes dans les résultats des différents concours qu'on organise dans notre pays, que ce soit le concours d'entrée ou le concours d'entrée à l'école supérieure de police, l'école supérieure de travaux publics ou encore polytechnique. Vraiment, si... Est-ce que si vous êtes d'accord pour la politique des quotas, est-ce que ces quotas ne vous posent pas problème tel que chiffré? Bien, pour que la politique des quotas ne pose pas des problèmes, il faut qu'il y ait un recensement général de la population. Parce que si on connaît le chiffre réel de la population de chaque région, de chaque département, de chaque arrondissement, je crois qu'on peut mieux appliquer cette politique d'équilibre régional. Parfois, on dit que ces résultats ne sont pas toujours connus, c'est-à-dire on ne sensibilise toujours pas.
la population par rapport aux chiffres exacts de la population. Et c'est quelque chose, je crois, qui est assez important dans cette application de la politique de l'équilibre régional. Quand je prends le cas des députés, en 1961, on savait combien d'habitants pesait un député. Je crois qu'il y avait un article dans la Constitution de 61 qui disait qu'un député pesait 80 000 habitants. Donc si on connaît exactement le nombre d'habitants de chaque arrondissement, de chaque département, je dirais également de chaque région, on peut mieux appliquer justement la politique des quotas. On peut penser à 500 députés au Cameroun, hein. C'est une idée que je jette contre là. Pour ça, je vous attends. Donc ça peut permettre à chaque région, vous voyez, de se retrouver dans chaque résultat des concours publiés dans notre pays et permettre justement ce vivre ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose qui a un rapport direct avec cette politique du vivre ensemble. Pour ça, Joseph Kanke, l'État camerounais est régulateur socialiste ou régulateur capitaliste? Régulateur social, pas socialiste, social, tout simplement. Moi, je n'aime pas les extrémismes, vous voyez, c'est... Mais je voulais prendre un cas de figure pour qu'on comprenne. Vous êtes enseignant. Si on se retrouve dans un concours où les candidats d'une région ont tous une note supérieure à 10 et d'autres une note supérieure inférieure à 8, sur la pratique de l'équilibre, on va certainement prendre des médiocres au profit des élèves bons ou des candidats bons. C'est ce qui peut se passer au niveau de l'application réelle de cette politique des quotas. Mais vous voyez, au niveau des concours, je dois quand même vous dire que quand on organise les concours d'entrée dans les grandes écoles, les épreuves peuvent être assez difficiles pour certains candidats. Mais une fois que les résultats sont publiés, la formation n'est plus très compliquée, la formation n'est plus très difficile. Il suffit d'étudier les cours qu'on vous donne pendant votre formation. Vous allez passer l'entrée en classe supérieure et réussir, n'est-ce pas, à votre diplôme de sortie de l'école de formation. Moi, je pense que c'est une très bonne politique, surtout que ce soit, nous parlons de la politique du vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble en tenant seulement compte des gens qui sont excellents. Chacun doit avoir sa place dans la société camerounaise. C'est pour cela que cette politique des quotas, moi je dis c'est une très bonne politique, surtout qu'elle permet justement ce vivre ensemble. Il faut seulement, dans l'application de cette politique, éviter les excès. Vous voyez, éviter les excès. Les excès, c'est quoi? C'est que quelqu'un, c'est-à-dire un ministre peut organiser un concours et finalement, on se rend compte qu'il ne respecte pas cette politique des quotas. Cela est arrivé quelquefois? Bon, cela est arrivé quelquefois. Vous amour, on a dit qu'on disait la vérité, on se regardait les yeux dans les yeux pour pouvoir exercer. Il y a eu des résultats d'un concours que le ministre du Développement urbain et de l'Habitat a publié qui ont donné lieu, je crois, à des discussions assez vives, parfois intolérables entre les Camerounais. Et pourtant, d'après ce que j'avais suivi, ça avait été corrigé au niveau sous-régional. Et je crois qu'il n'avait pas pris une part effective dans la préparation des résultats du dit concours. Marouf Hamidou, vous vous sentez concerné. Vous avez dit tout à l'heure que l'État camerounais a beaucoup fait déjà, le gouvernement a beaucoup fait pour tenir compte effectivement de votre statut de minoritaire. Vous avez l'impression que aujourd'hui l'assistance sociale qui a été développée tout à l'heure par le professeur Joseph Kanke vous bénéficie ou pas? Sinon, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer cette condition? Merci. Ce que le professeur vient de dire est juste, mais moi je voudrais poser le problème ailleurs. Le problème n'est même pas au niveau de l'équilibre régional en ce qui nous concerne. Parce qu'on peut pratiquer l'équilibre régional, mais parfois on se retrouve c'est seulement la famille X ou Y qui réussit. Moi, ce que je voudrais, quand on pratique l'équilibre régional, il faudrait qu'on tienne compte que dans la région, par exemple, de l'Ouest, il n'y a pas seulement les Bamileke ou les Bamoun. Il y a aussi d'autres communautés dedans. De telle sorte qu'en publiant les résultats, il faudrait qu'on s'assure qu'il y ait au moins le nom de la communauté Bororo dans ça, ou bien du Pygmée si on parle de l'Est. On voit un peu. Il ne faudrait pas seulement qu'on dit équilibre régional. Le professeur est d'accord avec vous, hein, avec ce que vous dites. Oui, peut-être le professeur veut faire une précision. Oui, moi je voudrais... être d'accord avec moi. Non, je suis d'accord avec vous. Non, je dois dire que quand on parle de l'Ouest, effectivement, ce qu'il dit est vrai. Même au niveau des concours, c'est ce qui se fait. Vous voyez, quand on dit équilibre régional au niveau de la région de l'Ouest, par exemple,
on tient compte, voyez, des Bamoun, on tient compte des Bamileke, on tient compte des Mbo qui sont dans le département de la Meune-Noire. Voyez, voilà les 3 grands groupes ethniques dont on tient compte quand on doit parler des résultats des concours dans la région de l'Ouest. Et généralement, on retrouve justement les noms de ces grands groupes ethniques. On en tient compte. Non, peut-être c'est son problème. Voilà, effectivement. Il a dit tout à l'heure que il y a une déséquilibre. Il faut peut-être alterner, au niveau des Bororo. Non, on tient compte également des Bororo. Moi, je suis enseignant à l'université de Tchang. Et quand j'enseigne également les Bororo. Et les Bororo, n'est-ce pas, qui viennent parfois même de la région du Nord-Ouest. Moi, je connais un, je crois qu'il le connaît également, il vient d'avoir le concours d'entrée à l'ENAM pour être magistrat. Et il n'est pas le seul, ils sont très nombreux comme ça qu'on prend chaque année dans différents concours. Donc il ne peut pas dire que les Bororo sont complètement lésés. Peut-être, comme a dit un frère tout à l'heure, c'est une politique tout simplement à parfaire, mais vraiment tout le monde est là, peut-être pas en quantité suffisante, excusez-moi, c'est comme ça que je peux un peu revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a les Bororo qui réussissent les concours d'entrée dans des grandes écoles de formation. Je ne vais pas citer le nom de cet étudiant. Il a eu ce concours. Il était déjà admissible, je crois, il y a 1 an. Et cette année, il était admissible. Il a eu le définitif. Lui-même, il était admissible. C'est ce qu'il vous le connaissez il était admissible. Seulement, il n'a pas eu la chance de réussir. D'être définitivement admis. Oui, d'être définitivement pris. Ben, je lui ai demandé tout à l'heure de faire des efforts et de voir dans quelle mesure il peut encore mieux préparer ses concours. Parce que c'est des concours qui se préparent. Et comme a dit quelqu'un tout à l'heure, on trouve les gens intelligents dans toutes les régions. On trouve les gens intelligents dans toutes les familles. Et on trouve également les gens paresseux dans toutes les régions, dans toutes les familles. Les concours au Cameroun se préparent. Il faut savoir cela. Et la méthodologie, n'est-ce pas, des concours, ce n'est pas la même méthodologie qu'on applique à l'université, la méthodologie de la dissertation juridique. C'est-à-dire quand quelqu'un va à un concours, il va à un concours comme l'avocat de l'État camerounais. Et quand il va déjà au concours, comme l'avocat de l'État camerounais, parce qu'il veut être fonctionnaire, alors il ne doit pas répondre aux questions, n'est-ce pas, n'importe quoi, il y a toute une méthodologie. Si vous ne connaissez pas cette méthodologie, alors vous allez aller au concours comme ça et puis échouer. C'est pour cela qu'il y a des étudiants qui rencontrent leurs enseignants. C'est-à-dire les gens qui leur font les TD et des doctorants, vous voyez, ils sont des étudiants qui préparent, ils sont même parfois en phase finale de la rédaction de leur thèse, mais qui font les concours, les différents concours qu'on lance, n'est-ce pas, sur tout le territoire national. Et ils les rencontrent et les battent, vous voyez, au résultat définitif. Parce que ces gars sont inscrits, ils viennent ici à Yaoundé, ils vont en Guayaquil, là ils sont dans divers groupes de préparation. Vous avez retrouvé la posture de l'enseignant sur le plateau. Il prépare le concours, il passe. Et pourtant l'enseignant croit qu'il connaît, et ce sont des connaissances théoriques, mais la méthodologie a une façon, vous voyez, de rendre ce qu'on vous pose comme question. Ah non, avant que vous ne preniez la parole, je sais que vous brûlez d'envie de poser la question à Dr Joël Mayolo, mais je voudrais lancer effectivement Dr Joël Mayolo sur... vous avez cité, votre voisin a cité tout à l'heure l'un des ouvrages qui avait été commis et publié par Charles Atebe-Yene, paix à son âme. Alors, on quitte la question des recrutements au niveau de la fonction publique et on va au sein maintenant des entreprises publiques et parapubliques. Et Charles Atebe-Yene, en son temps, disait qu'il avait l'impression qu'on avait déporté le gouvernement dans ces entreprises que l'on connaît. Disons que pour moi, l'analyse de Charles Atebe-Yene... C'est l'histoire. Oui, l'analyse de Charles Atebe-Yene est certainement juste. Mais il me semble qu'il y a un paramètre qu'il faut bien prendre en considération. Nous sommes dans un contexte de la rarification, ce n'est pas propre au Cameroun, la rarification de l'emploi. Premier élément. Deuxième élément, c'est la construction d'une élite administrative urbaine. Alors, quand vous combinez ces deux éléments, vous comprenez que un directeur général qui arrive, il a toute la bonne volonté du monde. Ça, j'en suis convaincu. Il a toute la bonne volonté du monde, mais il fait face à une réalité. C'est que il se retrouve être directeur général nommé par le chef de l'État, il doit se battre pour les intérêts du Cameroun, mais sauf que dans la représentation sociale, il appartient à un groupe auquel il s'identifie, auquel nous l'identifions, et donc il a davantage à rendre compte à ce groupe qu'à l'État.
Et cela pose un problème de fond, celui de l'absence d'une identité narrative camerounaise. Parce qu'au fond, est-ce que le directeur général qui est dans une entreprise parapublique X se considère comme étant un employé du Cameroun? Ou se considère comme appartenant d'abord à un groupe ethnique auquel il doit rendre compte quotidiennement? Parce qu'en réalité, le prophète parlait d'avocats de l'État, mais pour beaucoup, nous sommes des avocats de nos tribus. Nous sommes des avocats de nos villages, de nos communautés. C'est ça. Et vous comprenez donc que tant que nous n'aurons pas établi une identité narrative, tant que nous n'aurons pas construit une nation, eh bien il y a des réflexes comme ceux-là qui vont surgir tout le temps. Ce n'est pas pour dire que même dans ce contexte-là, on ne peut pas gérer l'État en fonction, dans le strict respect des lois et règlements. Maintenant, il faut aussi se dire de façon claire que ce n'est pas parce qu'on aura mis la colonie de l'ennemi X dans son entreprise que forcément cette entreprise va connaître des déboires. Non, que non. Que non. On peut choisir parmi les scènes des personnes compétentes. Parce qu'il y a un contexte en arrière. Que voulez-vous quand dans un village, vous avez 10 000 bacheliers, 3 000 licenciés, 4 000 titulaires de master, 500 docteurs qui ont du mal à trouver un emploi. Et puis, paf, vous avez un directeur général. Alors, dans votre village, vous avez ceux qui peuvent être dans le département d'économie, marketing. Le premier réflexe que vous avez, c'est de les prendre. Et donc, il faut résoudre un problème en amont, qui est celui de la construction d'une identité narrative, et puis même de la refonte du système éducatif camerounais. Pour qu'on n'ait plus à avoir tous les jours des bacheliers, des licenciés, des titulaires de master, de doctorat qui ne soient pas pratiques. Ça fait que dès qu'il y a une opportunité qui s'ouvre, eh bien, l'oncle du village va récupérer le maximum de personnes. Alors, Denis Omba, est-ce que on peut, à partir de l'analyse que fait justement notre frère Joël Meolo, dire que la question de l'équilibre n'est qu'un voile justement pour masquer le désir de certaines personnes qui utilisent cela pour se perpétuer ou pour perpétuer le règne de leurs proches? J'ai la tentation de valider votre hypothèse parce que je vais vous citer deux cas qui ont été très courants au Cameroun. Vous vous souvenez, lorsque le président crée l'université de Maroua, il y a des mémorandas qui viennent du Nord Cameroun et qui exigent que la majorité des étudiants, je crois que c'était fait sur études de dossier, ressortent du Nord Cameroun. On a effectivement fait cela. Ensuite, lorsqu'il a fallu recruter des enseignants, on a exigé, des élites du Nord ont exigé que prioritairement, ce soit d'abord les gens du Nord Cameroun. Cela a été fait comme ça. C'était des milliers d'étudiants du Nord Cameroun. Ça n'a pas posé problème en ce temps-là, mais c'était un cas de jurisprudence. Et il y a eu une succession de mémorandas qui revendiquaient tantôt des universités, non pas parce qu'on voulait un cadre de formation, parce que les gens estimaient que nous aussi, il nous fallait un cadre où nous allons recruter les siens. Donc, j'ai la faiblesse de croire que dans ce qu'on appelle l'équilibre régional, en réalité, les acteurs, les gens qui détiennent le pouvoir l'utilisent effectivement pour faire passer les leviers de la puissance de leur ethnie. On est rapidement passé sur la question de la désignation des hautes personnalités au Cameroun, mais vous savez bien que dans le contexte camerounais, sans que ce ne soit inscrit dans la Constitution, il y a des fonctions qui depuis des années appartiennent à des aires culturelles, sans qu'on ne vous justifie. Pourquoi, monsieur le député est là? Prenez l'exemple de l'eau et de l'énergie. Qui sait que le président de l'Assemblée nationale vient d'un groupe ethnique au Cameroun depuis certainement plus de 20 ans. On sait que le Premier ministre vient de... Sans que ce soit constitutionnel. Est-ce que le problème à ce moment-là, je voudrais vous relancer, est-ce que le problème à ce niveau-là, ce n'est pas effectivement l'alternance qui a été prônée tout à l'heure par Marouf Amidou? C'est-à-dire qu'on peut effectivement garder cette technostructure en tenant compte effectivement de ces équilibres-là, mais qu'à l'intérieur de chaque aire communautaire, qu'on procède quand même à l'alternance. On risque de multiplier des injustices.
moi je suis plus proche de la République. Je pense que au début des années 50-60, les pionniers de ce pays avaient placé l'objectif de la construction de l'unité nationale autour d'un principe, c'est qu'il fallait construire un creuset où tout le monde venait. Aujourd'hui, je pense que nous avons évolué, et encore qu'aujourd'hui, on peut discuter sur la question de l'origine. Moi, je suis par exemple originaire du Fundi, mais je sais qu'un député du Fundi est un originaire de l'Ouest, sans que cela, par exemple, pose un problème si on va parler de représentation. Donc, je crois que si on peut avoir un député du Fundi qui vient de l'Ouest Cameroun, pourquoi est-ce qu'on va nous démontrer qu'il faut absolument qu'une élite vienne de l'Ouest pour représenter l'Ouest? Ça veut dire que nous devons pouvoir élever le débat aujourd'hui autour de la compétence et autour de la construction d'un vivre ensemble qui ne soit pas identitaire, qui soit peut-être compétentiel. Mais est-ce que si on s'appuie uniquement sur la compétence, il y a des tribus forcément qui seront des éternels frustrés? Oui, mais on peut faire une discrimination positive. Je pense que, en tout cas, c'est ma conviction. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais se sont suffisamment croisés pour qu'on ait des ethnies intermédiaires. On a aujourd'hui des Camerounais qui s'appellent les Sumba, mais qui sont du sud-ouest, ou qui s'appellent je ne sais pas moi quoi, qui sont du centre. Eux, ils seront originaires de quoi? Ils se chercheront certainement pour choisir quelque part où aller. Je pense qu'au fur et à mesure que nous construisons l'unité nationale, de nouveaux paramètres entrent en jeu. Il faut aussi les tenir en compte. Il y a certes des tribus qui ont été laissées à côté parce qu'elles sont des minorités. Il faut continuer à éduquer ces tribus-là, continuer à les accompagner. Mais je crois aussi que dans l'équilibre régional aujourd'hui, il faut qu'on questionne ces politiques-là. Qu'est-ce qu'on doit ajouter, qu'est-ce qu'on doit enlever? Ce que vous avez posé tout à l'heure dans le tableau est une injustice et le docteur a bien posé la problématique de savoir sur quels critères on fait ceci au lieu de ça, sur quels critères, par exemple, on donne tel nombre de pourcentage à telle région, sur quelle base. L'extrême nord est numéro 1 au classement, hein, 18%. Une injustice, parce qu'il est effectivement arrivé dans des concours, le prof l'a souligné, où malgré ces 18%, on n'arrive pas à avoir un candidat qui a 8 ou 9. On est obligé de prendre des incompétences parce qu'il faut boucher des trous, et ça pose un autre type de problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être revoir cela. Il faut une justice sociale, il faut représenter tout le monde, il faut que tous les Camerounais participent. Mais il faut élever le niveau, il faut pouvoir éduquer tout le monde pour qu'on élève le niveau des régions faibles, pour qu'il y ait quand même un standard qui puisse nous permettre de construire une république où nous sommes ensemble et également nous pouvons répondre aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Tout à fait. Je voudrais vous inviter à une pause, Arnaud. Vous allez nous lancer avec la Bagou qu'on vous sait, ce reportage de Rachka Bassek qui fait un peu, qui met un appoint, qui met donc un point d'honneur sur le franc-camanglais, qui est également l'un des éléments intégrateurs du vivre ensemble au Cameroun. Justement, dans la quête du bilinguisme et dans le désir ardent de mettre ensemble les deux langues officielles du Cameroun, que sont le français et l'anglais, les jeunes en particulier ont de leur génie créé ce qu'ils appellent aujourd'hui le franc-anglais, une sorte de mélange parfois qui va au-delà du français et de l'anglais, les deux langues officielles du Cameroun. Suivons ce sujet justement réalisé par Rachka Bassek Yedna et Jean-Bernard Tagne. Yeah, quand nous sommes couplés, on a moi, tu me colles, tu as pas mal, tu as aussi, man. Roston est originaire de la région de l'Ouest Cameroun et Jordan du Centre, mais il communique avec une langue commune. Il ne faut pas être d'une tribu particulière pour la parler. Dans les rues de Yaoundé, les jeunes, les vieux et même les enfants, tout le monde la parle, on dirait un langage national. Le franc-anglais, bon, si je cause franc-anglais, c'est parce que j'ai vécu avec les... Bon, je veux dire les amis, quoi. On n'aimait pas trop causer français. C'est le franc-anglais qui passe vraiment entre nous. C'est ça qu'on... J'ai beaucoup appris ça, le patron ne m'explique pas trop, le français même. C'est une langue que tous les jeunes maintenant, on s'est adapté sur ça, et c'est ce qui nous plaît. Partout ce qu'il veut passer, ce n'est que ce qu'il veut trouver. Ils partagent ce même idéal linguistique. Dans cette langue, souvent on entend l'expression Magnan dans les bouches, qui veut dire en la langue Bassa, qui est l'une des multiples langues du pays, mon frère, ou encore Ndamba, qui réfère au ballon dans les régions du centre et du sud Cameroun. Pour eux, le plus important, c'est de se comprendre. Le camfranglais pour les speakers est la langue universelle du pays. Elle ne s'intéresse ni à la provenance ethnique et encore moins tribale d'un citoyen. Il y a certaines qui ne connaissent ni parler
français et anglais, ils parlent le patois, mais ils comprennent le franc-anglais. Ça ne regarde pas la tribu. Dans le franc-anglais, même, il y a déjà même certains petits mots en patois. Oui, il y a certains petits mots en patois, comme peut-être chez nous les Bamileke, moi je peux dire Ongeke tatat, ça veut dire tu fais quoi tatat. Oui, donc c'est comme ça. Donc le franc-anglais pour moi je peux dire pour moi c'est une bonne chose, surtout au Cameroun. C'est une langue du vivre ensemble. C'est grâce à ça qu'on échange facilement. Partout où nous on passe. Une langue phare, une communication similaire pour les Camerounais de toutes les régions, le camp-franglais est la langue du partage. Oui, l'Undambadaboman, c'est un way que nous, c'est pour la live. Voilà ce reportage qui nous situe justement sur la question du vivre ensemble dans le sens linguistique. Et professeur Joseph Kanke, dans la Constitution de 1961, le français et l'anglais sont les langues officielles de la République fédérale du Cameroun à cette époque-là. Celle de 1996 va plus loin en stipulant que les langues officielles de la République du Cameroun sont le français et l'anglais, les deux langues étant d'égale valeur. Cette précision relative à l'égalité des valeurs en valait la peine? Mais bien sûr, parce que je crois que le constituant n'a pas eu tort, vous voyez, de parler des deux langues officielles, n'est-ce pas, qui sont d'égale valeur. C'est tout simplement parce qu'on avait constaté que il y avait une langue qui, dans sa position dominante, pouvait faire oublier l'autre langue officielle. Je parle du français. Et même les frères, nos compatriotes anglophones, quand vous parlez français, ils essayent toujours de parler français, ils ne parlent pas anglais. Et très souvent, c'est le cas. Et à force de parler seulement le français, c'est-à-dire on pouvait être amené à croire qu'au Cameroun, il n'y a que le français, ou bien il y a le français qui est la langue dominante. Donc on a parlé, n'est-ce pas, de deux langues officielles d'égale valeur. Et ensuite, dans le même article 1er de la Constitution de 1996, on dit bien qu'on doit promouvoir le bilinguisme, ce qui n'existait pas dans la Constitution de 1961. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a toute une commission, vous voyez, chargée du bilinguisme et du multiculturalisme, qui est sur le terrain, qui travaille, et dont les résultats sont, je dis, presque visibles, vous voyez, embryonnaires, mais visibles. Et je trouve que le fait d'avoir écrit que ce sont deux langues d'égale valeur, est-ce que, professeur, l'inobservation de cette mesure fondamentale qui est contenue dans la loi, est-ce que l'inobservation de cette mesure-là est criminalisée? Est-ce que ça peut faire l'objet des poursuites judiciaires? À quoi s'exposent les citoyens qui parlent leur langue entre guillemets nationales en milieu public? Est-ce que cela est réprimandé par la loi? Non, c'est pas réprimandé par la loi. D'autant plus que dans la même Constitution et dans le même article premier, on parle de la promotion des langues nationales. Donc, si vous parlez bien votre dialecte, votre langue nationale, vous ne pouvez pas être puni par la loi. C'est même sur la place publique. Ouais, sur la place publique, c'est pas interdit. Alors, vous pouvez dire bonjour, bonsoir à votre maman. Moi, je dis à ton bon corps. Ouais, je n'ai pas peur de vous, je ne serai pas puni. Ah, d'accord. Marou Famidou ne va pas faire autant. Mais la question que je voudrais le poser à la suite de Arnaud Ngefak, est-ce que vous avez l'impression que vous, en pratiquant effectivement l'anglais et la français, vous y accédez, vous allez le confirmer et vous vous épanouissez de telle sorte que vous, à votre niveau, vous promouviez effectivement ces deux langues officielles du Cameroun. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour promouvoir l'anglais et le français? À mon niveau, ça ne me pose aucun problème de promouvoir l'anglais et le français, puisque je tente à être bilingue. Je cause parfaitement français, mais je m'exprime aussi en anglais dans mon domaine quotidien. Même au sein de notre association, on cause suffisamment l'anglais et le français. Et par ailleurs, je suis aussi un commerçant. Quand je fais le commerce, parfois pour vendre, je suis obligé de m'exprimer en anglais quand j'ai un client anglophone devant moi. Donc pour moi, causer l'anglais tous les jours et le français, ça ne me dérange pas et je ne vois pas d'inconvénient à cela. Alors, est-ce que vous avez l'impression que cette égalité de valeur entre le français et l'anglais est perceptible? On peut dire que c'est perceptible, mais il faut la perfectionner.
C'était ces valeurs. Alors, Joël Meolo, on sait que depuis 1989, l'État, à travers le réseau de ce qu'ils ont appelé les centres linguistiques régionaux, a formé des milliers de personnes. Plus récemment, encore malgré cela, le président de la République, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest battante, a créé ce qu'on a appelé la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Est-ce que ces réponses fortes ne confortent pas l'idée de certains intellectuels anglophones qui trouvent que derrière le paravent du bilinguisme se cache en réalité le refus de l'État de voir les anglophones exercer une influence culturelle significative dans notre pays, le Cameroun? Moi, je veux bien dissocier le discours politique de la réalité, hein, des objectifs visés par la création des centres linguistiques qui, ma foi, se situent à deux niveaux. Vraiment, c'est deux niveaux. Il faut bien se dire que, je fais juste une petite... une parenthèse, que pendant très longtemps au Cameroun, les décrets du président de la République étaient suivis d'une mention. La version française faisant foi. Et donc, ce n'est pas un hasard si en 1996, on précise dans la Constitution que les deux langues, et en anglais, le français et l'anglais sont des langues d'égale valeur. Alors maintenant, pour revenir... Alors, est-ce que la compréhension qu'on doit faire de cela signifie qu'un texte qui a déjà été rendu public en français est susceptible d'être compris par la communauté nationale et vice-versa? Non, en principe, la compréhension doit être la suivante. C'est que autant le texte doit être émis en français, autant il doit l'être en anglais. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a une partie du Cameroun qui a plus qu'une autre. Parce qu'il faut se dire quand même, la France et la Grande-Bretagne arrivent au même moment au Cameroun, mais la Grande-Bretagne fera un an de plus que la France. Alors ceux qui sont à l'arrière-pays n'ont connu que l'anglais. Alors de penser que dès qu'on a fait un texte en français, comme on a dit que les langues sont d'égale valeur, ceux qui sont au sud-ouest... Docteur Joël Meyo, de vous à moi, à quel moment, à partir de cette application de la mesure, à quel moment est-ce qu'on fait donc la promotion de ce bilinguisme? Mais la promotion... Est-ce que c'est pas façon de demander à chacun de rester dans sa culture langagière et donc de parler la langue avec laquelle il a manifestement grandi et qu'il en reste là? À quel moment on fait la promotion? L'interdépendance. Oui, il faut bien comprendre que la Constitution ne condamne pas tous les Camerounais à parler français et anglais. Elle demande de parler la langue, de s'exprimer dans la langue où son sang le mieux. La Constitution amène les Camerounais, d'abord les Camerounais, à s'exprimer en français ou en anglais. Et maintenant, l'article, la Constitution continue en parlant de la promotion du bilinguisme. Il faudra bien promouvoir la langue, la première langue officielle qu'on a. C'est laquelle? Ça fait dire qu'on a conscience. Francophone, disons, la partie de l'ancien territoire sous tutelle française, il faut bien qu'on ait la maîtrise du français. Qu'on est dans l'ancien territoire sous tutelle britannique, il faut bien qu'on ait la maîtrise de l'anglais. Convenons une chose. Et puis, une fois que cela est fait, on peut aller au bilinguisme. Dans l'histoire, est-ce qu'on peut convenir de ce que la première langue officielle du Cameroun, c'est l'anglais? Bien. Revenons comme vous dites, à l'histoire. 1961, c'est la réunification. Et au moment de la réunification, il y a une constitution du 1er septembre 1961 qui établit le français et l'anglais comme langue officielle. L'élément nouveau qui est apporté en 1996, c'est cette phrase d'égale valeur. OK? Alors même à partir de la constitution de 1961, on aurait pu promouvoir le français et l'anglais sur l'étendue du territoire. La preuve, on a même fait... Pourquoi vous ne dites pas l'anglais et le français? Écoutez, historiquement, vraiment il faut construire, historiquement, vous avez un pays qui a aujourd'hui à peu près 20 millions d'habitants, 22 millions. La majorité s'exprime en français. C'est une réalité. Il ne faut pas... C'est une réalité. Alors les réflexes nés de l'indépendance d'abord du Cameroun sous tutelle de la France et puis de l'indépendance du Cameroun sous tutelle britannique en se réunifiant
à la République du Cameroun a fait que la majorité francophone, on a développé des réflexes, et je suis d'accord avec vous qu'on peut bien dire l'anglais et le français, qui sont désormais les deux langues officielles, mais on a dans notre langage, on a développé des réflexes qui font que on veut toujours faire référence d'abord au français et ensuite à l'anglais. Mais cela, vraiment, cela ne pose pas de problème. Je dis, ce sont les associations politiques qu'on veut en faire. Donc je reviens à la question initiale, pour dire que moi je fais le distinguo qu'il y a entre les options politiques pour résoudre des problèmes politiques et les options qui se sont imposées au moment donné en se disant, ok, nous sommes dans un état bilingue, qu'est-ce qu'on fait pour que le maximum de Camerounais s'expriment en français et en anglais? On a créé des centres linguistiques. Maintenant, la création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, c'est une réponse politique à un contexte qui est bienvenu, bien évidemment, qui est vraiment bienvenu, mais c'est une réponse politique. Pourquoi est-ce que pour moi elle est éminemment politique? Parce qu'en réalité, vous avez de l'autre côté des individus qui ont instrumentalisé une situation en limitant la question anglophone, ou du moins le discours officiel limite la question anglophone à la volonté d'une partie francophone de l'inféoder dans le système francophone. Et donc là, c'est une réponse politique. Maintenant, est-ce que tous les Camerounais sont appelés à être bilingues? Je dis, le professeur Joseph Kanko a dit non. Oui, je suis d'accord avec lui, c'est une hérésie même de le penser. C'est une hérésie de le penser. Parce qu'avec la décentralisation qui arrive, dites-vous bien que dans une commune reculée, il y aura le choix. Pour ceux qui diront que d'accord, pour s'ouvrir, comme a dit mon frère, pour s'ouvrir, moi je vais... Marouf Amidou. Marouf Amidou. Pour que je m'ouvre, je vais nécessairement apprendre la seconde langue officielle qui est l'anglais ou le français. Alors certains me diront, fondamentalement, j'ai besoin d'avoir un français fonctionnel ou un anglais fonctionnel. OK? Et donc, pour moi, la question du bilinguisme, elle est... J'ai même peur qu'il y ait une contradiction dans ce que nous voulons, dans ce que nous évoquons, dans les avancées que nous faisons et les réponses politiciennes que nous donnons un contexte particulier. Alors, Denis Omba, Joël a convoqué l'histoire, vivons le présent. Est-ce que, à votre observation, dans la pratique quotidienne, vous avez l'impression que dans les services publics, dans la pratique quotidienne des populations, l'anglais et le français sont d'égale valeur? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et j'ai bien peur que la dominance du français soit également l'une des raisons, peut-être des revendications fondées au nom des Camerounais de la partie anglophone. Je voudrais dire qu'une langue est d'abord parlée. Au-delà d'être un instrument politique et tout le reste, une langue est d'abord parlée. C'est un véhicule de communication. Une fois qu'on a dit ça, il faut ne pas nécessairement situer notre langue, et vous avez mis un reportage intéressant où des gens trouvent des façons de parler en créant le pidgin. C'est un module pour contourner la difficulté qu'on a à parler les deux langues. Ils ont trouvé une façon de s'exprimer. De toutes les manières, quand vous allez dans les zones anglophones ou francophones, chacun de nous, sans avoir un anglais excellent, nous trouvons toujours des façons de nous exprimer. Je pense qu'ici, la question se trouve... Sauf une personne sur ce plateau. En tout cas, je ne sais pas qui ne peut pas le faire. Mais je crois que la question ici, c'est comment est-ce que l'État, les mécanismes institutionnels font pour implémenter cela. Moi, j'ai souvent, effectivement, une difficulté à comprendre et à appréhender la manière dont l'État structure le bilinguisme. J'ai la faiblesse de penser que nous sommes souvent dans une traduction langagière. J'ai souvent vu ça dans le discours officiel du chef de l'État. Je me suis souvent posé la question de savoir quel est le choix stratégique à faire régulièrement un discours en français et à le traduire en anglais. Le président choisirait, par exemple, l'option une fois de le faire en français, une fois de le faire en anglais et inversement. Étant entendu que l'option du bilinguisme est la volonté que nous choisissons comme option politique. Ensuite, également... C'est vrai que les critères d'éligibilité, on dit, pour être président, il faut parler soit le français, soit l'anglais. Ce n'est pas les deux. Dans la posture de chef d'État, il y a, me semble-t-il,
des mécanismes de promotion qu'on doit soi-même avoir, étant entendu que c'est constitutionnel. Parce que lorsqu'on indique que nous devons promouvoir cela, ça doit être fait par ceux qui ont effectivement la responsabilité de nous gouverner au premier chef. Même dans Vous êtes pour qu'on change le ou en et? Je ne suis pas dans le ou et en et. Je voudrais dire que le bilinguisme voudrait dire que, et d'ailleurs c'est ce qui est fait dans nos programmes scolaires, on nous enseigne les deux langues. Cela voudrait dire que le jeune Camerounais qui a fait le système éducatif camerounais est à même de s'exprimer, en tout cas, pas de la manière parfaitement, mais de s'exprimer dans les deux langues. Donc, c'est un instrument, c'est quelque chose de fort dans la particularité de notre pays. Donc moi je crois intimement que même dans les administrations publiques, il faut faire cet effort-là. Le docteur rappelait à souhait que c'est tout récemment qu'on a par exemple indiqué qu'il fallait que les décrets, les textes publics soient traduits. Par exemple à l'Assemblée nationale, le professeur est là pour savoir que c'est très récemment que les projets de loi arrivent dans les deux langues. Pendant longtemps, c'était fait comme cela. Je pense qu'il faut continuer ce travail-là. Parce que la dissonance ou l'incompréhension dans un pays où nous sommes supposés vivre ensemble avec deux langues comme ça est un problème. Comment pouvoir penser un temps soit peu que le prof qui est là soit affecté à Boya demain, ce que je ne lui souhaite pas parce qu'il est à Tcham. Je ne sais pas, mais ça peut arriver. L'essentiel, c'est de travailler au Cameroun. Essentiel, voilà. Et si vous allez effectivement, puisque vous êtes fonctionnaire, vous servez l'État du Cameroun, vous devez parler l'anglais. Donc ça devient un instrument de vie, ça devient notre identité. On ne peut donc pas continuer à penser que effectivement, il faut jouer avec cela. Ça doit faire partie de nos identités. Il faut donc promouvoir ça, c'est constitutionnel. Il faut trouver des mécanismes plus forts. Je crois d'ailleurs qu'on peut continuer à inscrire ça, puisque nous parlions récemment des quotas, et dans l'ensemble des dispositions qui participent à la désignation des hautes personnalités dans notre pays, pourquoi pas. Ce n'est pas une petite chose, c'est une qualité, c'est une force que d'être Camerounais, de pouvoir parler ces deux langues-là. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que, notamment dans la partie francophone, il y a une tendance des parents qui effectivement envoient leurs enfants faire le système anglophone, parce que les francophones aujourd'hui se rendent compte de l'importance et de cet outil qu'est l'anglais. Et donc, on a aujourd'hui des francophones qui s'expriment très bien en anglais, qui manient très bien l'anglais. Et c'est un bénéfice. J'imagine donc que ces gens-là, lorsqu'ils seront dans le service public demain, qui peuvent facilement parler le français et l'anglais, seront utiles pour notre pays. Et c'est tant mieux. Je crois donc que les administrations publiques, dans leur mécanisme de fonctionnement, les membres du gouvernement et tout, moi j'ai été par exemple très heureux de voir que lors de l'investiture du chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale a fait un discours en français et en anglais qui était maillé. Il n'a pas fait un discours en français puis un discours en anglais, mais il a fait un seul discours avec des paragraphes, tantôt en français, tantôt en anglais. Et le président de la République a prêté serment en anglais. C'est ça, cette originalité-là. C'est vrai aussi que c'est devenu un peu une donne. Dans le service public, les responsables de plus en plus font des discours justement sous cette forme-là, français et anglais. Professeur Joseph Kanko, une question pour aller à la suite de ce que disait Denis Bomba tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que la décentralisation va accélérer la pratique du bilinguisme ou au contraire, ça peut dévaloriser plus tard cette bonne pratique camerounaise? Ça, c'est d'un et de deux. Est-ce que, puisqu'on assiste davantage aux replis identitaires, et manifestement la décentralisation va accélérer cela, ce ne sera pas un frein à l'épanouissement de cette donnée constitutionnelle? Ben, quand vous parlez, on a l'impression que cette décentralisation n'existe pas dans notre pays. Elle existe déjà, les communes existent. Peut-être on va vers les régions, tout simplement, et c'est prévu par les lois de 2004. Nous entrons dans une session, on ne sait pas ce qu'on va examiner, adopter comme projet ou proposition de loi, mais d'aucuns pensent que pour parachever le processus de la décentralisation, il faudrait absolument un projet ou proposition de loi pour déterminer le nombre de représentants de départements, voyez, au niveau du conseil régional et au niveau du commandement traditionnel, élaborer un projet ou proposition de loi qui déterminerait ceux, des chefs traditionnels qui seraient élus et ceux qui seraient électeurs. Je voudrais dire que la commune, c'est déjà un exemple de la décentralisation. On va seulement
au stade achevé. Vers les régions. Bon, donc moi je pense que, contrairement à ce que vous pensez, ça ne va pas dévaloriser, comme vous venez de dire, le bilinguisme. Il y a un collègue qui a dit sur le plateau que la première langue qu'on parle chez les francophones sera le français, chez les anglophones sera l'anglais. Mais je dois vous dire qu'au niveau des services publics, on fait déjà la promotion du bilinguisme. On traduit tous les textes en français, ou en fait les textes sont faits en anglais et en français. C'est une exigence fondamentale et laquelle exigence est aujourd'hui appliquée à l'Assemblée nationale. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, tous les projets ou propositions de loi arrivent, voyez, en anglais et en français. Parce que l'Assemblée n'est pas seulement une assemblée de francophones, c'est également une assemblée d'anglophones. Donc on permet, n'est-ce pas, à chacun de comprendre ce projet ou cette proposition de texte. Toujours est-il que celui qui parle l'anglais et le français a un avantage, c'est celui qui ne parle qu'une seule des deux langues officielles. L'effort qui est fait dans les services publics, c'est d'amener justement les fonctionnaires qui sont opérationnels dans ces services publics à parler l'anglais et le français. Vous avez cité le ministre de la fonction publique, Michel Andjé-Angui. Je dois vous dire que quand il était ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, il avait déjà instauré une journée du bilinguisme dans son ministère. Et c'était quelque chose d'assez valorisant pour son personnel. Et avec l'évolution du temps, on s'est rendu compte que chacun des fonctionnaires de ce ministère essayait de parler justement le français et l'anglais. Donc la décentralisation ne va pas dévaloriser le bilinguisme, au contraire, ça va, je dirais, permettre à ce bilinguisme de se renforcer, tout simplement. Voilà un peu la réponse. Alors Marouf Hamidou, oui. On a en plus de ces deux langues officielles, une diversité de langues nationales qui certainement sont parlées. Alors, comment utiliser ces langues comme élément d'unité nationale? C'est simple, il faut les promouvoir, il faut promouvoir toutes ces langues pour préserver l'unité nationale au Cameroun. Parce que vous voyez, je vais aller à la suite de ce que le professeur vient de dire, la décentralisation ne va pas dévaloriser l'anglais et le français puisque l'éducation est nationale. Il n'y a pas quand même une éducation locale pour qu'on dise que bon, lorsqu'il y a effectivité de la décentralisation, on doit seulement parler l'anglais ici et le français là-bas. En promouvant la multiplicité des langues au Cameroun, c'est la richesse camerounaise. On est en train de promouvoir notre culture. On va y arriver? On va y arriver. Vous y croyez? Je crois. Là où il y a la volonté. En dehors du français et de l'anglais, vous parlez Mbororo? Je parle Mbororo, un peu le Bamileke, Amgaka. Ah. Oui, j'ai fait 7 ans à l'ouest, au Gréla. Vous voyez. Alors, Joël, très bien. Avant que une réaction du docteur Joël Moyola. Oui, disons que à la question de savoir si la décentralisation ne constituerait pas un frein pour le bilinguisme et la promotion du multiculturalisme, je ne partage pas le point de vue du prof et de Marouf. Parce qu'il faut bien vous dire que nous sommes encore dans des sociétés qui ont suffisamment le reflet identitaire, le réflexe même identitaire. Et dans le contexte qui est le nôtre, nous allons, ma foi, à la décentralisation sans qu'on ait avec une pierre dans la chaussure. C'est qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur ce que j'appelle la nation camerounaise. On n'a pas suffisamment travaillé dessus. Vraiment, on n'a pas fait d'efforts jusqu'ici pour dégager une nation camerounaise. Eh bien, ma peur est que, avec la décentralisation, les unités identitaires vont se recroqueviller et ce qui sera de compétence nationale restera de compétence nationale. On trouvera donc des individus au niveau de la commune qui pourront avoir une compétence nationale, qui pourront apprendre le français et l'anglais. Le français et l'anglais. Mais la gestion de ces unités risque pour l'essentiel s'appuyer sur le réflexe identitaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par réflexe identitaire? C'est aussi bien les éléments de la vie culturelle locale que les éléments de la vie culturelle hérités des deux puissances administratives, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Parce que
nous n'avons pas jusqu'ici défini quel type de fonctionnaire est-ce qu'on aura dans le cas de décentralisation. Est-ce qu'on aura une fonction publique locale? Si oui, elle est formée où? Mais moi, je pense que déjà, au CFAM, on forme les fonctionnaires. Non, on forme. Avec la décentralisation, surtout le parachèvement du pouce de la décentralisation, on devra former les fonctionnaires territoriaux. Oui, professeur. C'est-à-dire ceux qui ont... Professeur, nous sommes dans la... C'est un processus. Justement, nous sommes là... Et comme j'ai dit tout à l'heure, les communes fonctionnent déjà. Oui, nous sommes là dans la projection. Or, nous sommes en train d'aller, peut-être en fin d'année, à l'élection des exécutifs régionaux. Peut-être vous avez... pour apporter un peu de réserve à ce que le docteur dit, et pour lui, en analysant ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut avoir peur de la décentralisation. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que il y a un ensemble de mesures. De tempo. Oui, la décentralisation. Il y a un ensemble de mesures qui doivent est encadrée au Cameroun. Prises. Non, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Est-ce qu'elle est encadrée ou pas? C'est le moment d'y aller en réalité. Pour vous, nous ne sommes pas encore prêts? Je ne dirais pas que nous ne sommes pas prêts, mais avec un caillou dans la chaussure, il y a quelque chose qu'on aurait dû faire avant pour éviter les replis identitaires. Moi, j'ai compris un peu sa préoccupation. Mais je dois parler de la nation camerounaise. La nation camerounaise existe, même si elle est encore en pleine construction. Dans notre pays, vous savez, il y a deux thèses qui s'affrontent sur la nation. Il y a la thèse objective de la nation et la thèse subjective de la nation. Et la deuxième thèse est celle du Cameroun. Pour qu'on n'aboutisse pas justement en application de la thèse objective à ce qu'on a vu en Allemagne, n'est-ce pas, la création des camps de concentration où on a tué plus de 6 millions de juifs. La thèse subjective est en pleine construction dans notre pays avec des éléments de la thèse objective. Et moi, je dirais que c'est un processus. Quelqu'un a parlé des mariages, vous voyez, interethniques, qui éventuellement pourrait être une solution à ce repli identitaire. Parce que quand un enfant naît d'un couple, le mari est peut-être bamileke, la femme est béti, mais vous pensez que l'enfant est bamileke ou béti? Alors, comment est-ce que concrètement on peut encourager ce type de pratique honorable? C'est déjà encouragé dans notre pays parce qu'il n'y a pas d'opposition entre les mariages mixtes. Ce sont des mariages qui s'organisent tous les jours dans notre pays. Moi, j'étais à Bafoussam tout récemment. J'ai assisté, n'est-ce pas, à 2 mariages. Dans les 2 couples, il y avait deux gardes du centre qui épousaient 2 filles de l'Ouest. Et ce sont des mariages qui se multiplient aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un processus. Ça reste dans l'ordre. C'est pas interdit. Pour moi, ça reste dans l'ordre du superficiel. C'est des choses qui se font. Ça reste dans l'ordre du superficiel. Bon, alors Joël, il me semble vraiment. Je voudrais peut-être, avant que vous ne précisiez, ou pour vous permettre de mieux décliner votre point de vue, qu'est-ce que vous proposez justement pour utiliser, en plus de ces langues officielles, les langues nationales, pour promouvoir le vivre ensemble ou l'unité nationale? Peut-être sortir un peu de cette décentralisation. Non, on ne peut pas en sortir puisque nous sommes dans le processus. Non, je dis sortir vos arguments de la décentralisation. Il y a un élément qui me semble fondamental. Et c'est un peu la critique qu'on peut faire à toutes les politiques publiques qu'on a au Cameroun. C'est que on met la charrue et puis par la suite on pense au bœuf. Alors, depuis 1996, on pense à la décentralisation. On aurait déjà dû avoir dans notre système éducatif, depuis peut-être 96-97, système éducatif, un processus qui permet à l'enfant de l'école primaire, à l'élève du secondaire et à l'étudiant de comprendre ce que c'est et de comprendre quels sont les défis que cela va poser. Or, je dis encore une fois de plus aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Et donc, on est en train de... Vraiment, on fait, comme d'habitude, du up to down. On dit, ok, d'accord, nous allons à la décentralisation, sans même que les populations aient compris ce que c'est la décentralisation. Et donc, je vous dis, tel que c'est parti, ce qui se dégage, c'est que beaucoup se disent, enfin, nous allons gérer notre commune. Désormais, c'est notre commune que nous allons Encore gérer. Que dans ces communes-là, vous voyez, je vous apporte quelques précisions. C'est-à-dire, par exemple, dans la commune de Bafoussam 3e. Le critère sociologique. Oui,
qui est convoqué de façon permanente. Là, ce sont encore les gens qui viennent de tous les coins du pays. Là, ce sont les espaces, ce sont les espaces urbains, professeur. 61 conseils municipaux. Oui, là, 61 conseils municipaux. C'est une réalité. C'est une réalité qui vaut pour Ce sont des démembrements de l'État. Oui, professeur. Maintenant, professeur, si on quitte les zones urbaines pour aller en zone rurale, est-ce que la même logique tient? La même logique ne tient pas. Non, quand on quitte les zones urbaines pour les zones rurales, encore que dans les zones rurales aujourd'hui, quand je prends le cas de la MIFI, le département de la MIFI, c'est vraiment, c'est le chef-lieu, vous voyez, c'est le chef-lieu de la région de l'Ouest. Il n'y a pas un seul arrondissement qui n'est pas des zones urbaines. Urgence aujourd'hui. Qui n'est pas de zone urbaine. Qu'il y a urgence aujourd'hui. Et dans des villages à l'Ouest, vous voyez, quand je prends le cas de Bala, il y a les Bororo là-bas à Bala, ça dit qu'ils sont partout. Donc il est difficile de trouver des zones rurales où on ne trouve que les gens du coin. C'est pas possible. Alors, Denis Omba, vous avez relevé quelque chose d'autres coins et qui vivent dans ces zones-là. Merci, professeur. Denis Omba, vous avez relevé quelque chose sur notre système éducatif, mais on a d'une part le sous-système francophone avec ses réalités, d'autre part le sous-système anglophone avec ses réalités. C'était un peu la même chose, bien qu'un peu corrigé dans le système judiciaire. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de trouver le juste milieu pour intégrer les deux systèmes? Personnellement, je ne crois pas que ce soit ça le problème. Je pense que, et je suis d'accord avec l'analyse du prof, c'est-à-dire qu'il faut éviter de penser que la décentralisation va diviser le Cameroun de manière originaire. La décentralisation va être un choix de vie. Je peux décider, moi, parce que j'ai mes activités à Douala, de vivre la décentralisation à Douala étant un niveau. Ce n'est pas... il ne faut pas la voir du point de vue communautaire, il s'agit simplement d'organiser structurellement le développement local. Avec l'esprit républicain. Avec l'esprit républicain, sans que ce ne soit l'évocation de la tribu. C'est pour ça que je pense aussi que même dans le système éducatif... Est-ce que pour que la machine prenne le vivre ensemble ou l'unité ne doivent pas en souffrir un peu? Non, du tout. Je pense qu'il y a d'abord un État central. Et puis il y a les États qui sont, je veux dire, les États décentralisés, qui vivent toujours de la gouvernance de l'État central ou du pouvoir central. Il faut maintenant qu'il y ait des mécanismes institutionnels qui permettent qu'il n'y ait pas la rupture des liens entre la décentralisation et l'État central. C'est ça qu'il faut éviter d'une part. Et de deux, continuer, comme Marouf disait, à avoir une éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mécanisme d'éducation. Il ne faut pas que la confusion s'installe entre la construction de l'État-nation et la décentralisation. C'est le risque effectivement à éviter, que les gens se renferment dans l'illusion que la décentralisation est une rupture, est une division, et que les gens doivent se fabriquer... L'éducation républicaine. Non, nous restons dans une république où nous tentons de faire émerger ce que je peux appeler les particularités et les forces pour que nous puissions effectivement mettre en perspective les diversités. Ça a des forces comme ça, des faiblesses qu'il faudra corriger au cas par cas en fonction des évolutions qu'on va remarquer comme tout processus qu'on met dans un État. Mais je crois que le marqueur qu'il faudra véritablement tirer de cela, c'est la possibilité à chaque région, à chaque groupe, à chaque particularité, de faire émerger ce qu'elle a de fort, de faire émerger ses idées, de faire dégager ce qu'elle a de particulier dans la construction de cet État-nation. Je pense que c'est ça qui est fort. On a évoqué de nombreux problèmes aujourd'hui qui peuvent émaner effectivement de cette distance qui peut avoir entre les citoyens lambda et la décision, et que les gens constatent qu'il y a une distance qui est trop longue. Si on rapproche les gens, par exemple, évoquons la question de la langue. Et moi, je suis toujours convaincu que la langue est un outil de communication. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui vivra dans la région de l'extrême nord, qui choisit d'aller faire un tour à Bamenda, ne va pas apprendre l'anglais. Puisque nous le faisons quand nous allons à l'étranger. Nous le faisons quand nous allons en Chine et partout. Ça va être des véhicules pour tous ceux qui veulent vivre le Cameroun. Savoir que quand je quitte telle région pour telle région, voilà ce que je dois avoir comme outil de communication. C'est simplement ça. Maintenant, ça participera, me semble-t-il, et c'est en cela que je pense que les institutions républicaines, et je suis d'accord avec le docteur, doivent commencer à fabriquer effectivement le socle qui doit servir de lien à ces constructions-là. Il ne faut pas que, lorsque la décentralisation se met en place, il y ait une rupture. J'ai la faiblesse de voir et de comprendre que les mécanismes et les liens n'existent pas.
les liens de formation et d'éducation, on parle du personnel. Il faut des mécaniques. On voit que même les élus locaux, beaucoup de maires ne sont pas formés. Des maires arrivent là, malheureusement. On fait des efforts, hein, on fait parfois, des efforts. C'est des fonctionnaires en retraite, ainsi de suite, qui arrivent et qui ne sont pas parfois parfaits, tout ça. Oui, mais on fait des efforts. Les efforts sont à faits. chaque fois qu'il y a élection municipale, à l'issue des 10 scrutins, il y a toujours une série de formations que le ministère organise. Il faut peut-être à l'endroit des conseils municipaux. Et parfois à l'endroit des chefs des exécutifs municipaux. Je peux plutôt dire que peut-être parfois il n'y a pas déjà de prérequis pour certaines personnes. Déjà pris la parole. Bon, excusez-moi. Très bien. À la suite justement de Denis Bomba Ngba, je voudrais vous questionner, puisqu'on parle de l'implémentation du bilinguisme comme étant l'un des facteurs de l'intégration et donc du vivre ensemble au Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression qu'en l'état actuel des choses, d'abord l'école publique, pour ne pas la nommer, qui avait été décrétée gratuite, est-ce que vous avez l'impression que le fait que cela ne s'applique pas, ne s'implémente pas, est un frein effectivement à l'implémentation du bilinguisme? Autre chose, est-ce qu'il n'y a pas comme une disparité dans les contenus en termes d'éducation? L'école confessionnelle un peu plus rigoureuse manifestement, contrairement à l'école publique. Est-ce qu'il n'y a pas cette disparité-là qui peut troubler l'implémentation du bilinguisme à la base? Mais c'est là où justement la notion de laïcité intervient. C'est-à-dire la laïcité étant l'indépendance du pouvoir politique vis-à-vis de tous les autres pouvoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État. Et dans un pays comme la France, nous avons vécu plusieurs guerres de religion. Et c'est ce qui a amené justement l'État français à renforcer cette notion de laïcité. Et aujourd'hui, cette notion s'étend. C'est-à-dire au-delà de l'indépendance du pouvoir politique, n'est-ce pas, par rapport à tous les autres pouvoirs, la laïcité voudrait qu'on combatte tous les totalitarismes. Totalitarisme religieux, totalitarisme politique, totalitarisme, je dirais même économique. Il faut les combattre pour que la laïcité ait encore son sens dans la société. Et là, je reprends l'analyse d'Alain Touraine, qui a écrit un livre assez intéressant, La politique au XXIe siècle, qui est, je dis, vraiment exceptionnel en matière de laïcité. Les analyses sont assez originales. Et je vous recommande la lecture de ce. Très bien, je parlais dans le sens du partage. Hein, oui, il y a l'école publique, il y a l'école laïque. Vous avez parlé de la l'école pour tous, on va Depuis le dire. 2000, nous savons qu'il y a un texte du chef, un décret du chef d'État qui a rendu l'école publique gratuite. Je crois que de nombreux enfants camerounais bénéficient justement de cette école. Et il y a des écoles confessionnelles qui forment très bien les Camerounais. Mais il y en a, par contre, qui ne tiennent pas compte justement de cette formation, je dirais profonde, des enfants camerounais. Professeur, il y a cette question de sous-système anglophone et sous-système francophone qui sont complètement différents. Je le disais avec Denis Omba, c'était la même chose jusqu'à récemment avec le système judiciaire. Est-ce que ce n'est pas des discordes parfois sur le système qui n'encouragent pas le vivre ensemble et l'unité nationale? Bon, ça peut entraîner un frein au vivre ensemble, la politique du vivre ensemble. Mais toujours est-il que quand on permet à ceux qui ont l'anglais comme langue officielle de s'organiser pour vivre dans la République, et quand on permet à ceux justement qui ont la langue française comme langue officielle de vivre dans la République, c'est-à-dire l'État fait en sorte que chacun ait sa place dans la République. Donc, malgré le fait qu'il y ait ces sous-systèmes, la notion de la République doit être une notion, je dirais, appliquée au quotidien et renforcée. Et pour cela, il faut absolument comprendre ce que j'appelle République, parce que la République a ses valeurs. Hein, il faut connaître ses valeurs, les valeurs de tolérance, les valeurs de liberté, les valeurs, je dirais, de transparence. Vous voyez, ce sont des valeurs de la République. Quand ces valeurs sont mises en application, je vous assure que personne n'en souffre. Puisque la République est construite de telle sorte que chacun, je dis bien, ait sa place, laquelle place est respectée, à la fois par soi-même
et par les autres. Tout à fait. Et Le sens, on va le dire ainsi, le sens du partage qui participe donc de la solidarité nationale. C'est un peu l'élément que nous souhaitons vous proposer à l'instant avec le député David Manfo, qui est d'ailleurs votre collègue à l'Assemblée nationale. Il est député RDPC qui parle justement du partage, aussi bien au niveau de l'école que les valeurs que les Camerounais sont appelés à partager ensemble. Je voudrais vous proposer une attitude justement du député David Manfo qui a été recueilli ce matin sur la place de l'hémicycle de Ngouaikele. On ne doit pas encourager ceux qui exhibent leur excès de richesse à côté de ceux qui sont vraiment misérables. Ce n'est pas bien. Quand vous avez un peu plus, cela voudrait simplement dire que Dieu vous a donné aussi pour redistribuer aux autres d'une façon ou d'une autre. Certainement pas par des aumônes, non. L'aumône n'est pas la chose la plus partagée, mais par contre, la contribution à élever chaque homme qui va passer de la situation de demandeur d'aujourd'hui à la situation de producteur de demain. C'est ça qui est à encourager. Apprendre aux uns et aux autres à pêcher du poisson plutôt que leur donner du poisson chaque jour. Voilà. C'est assez intéressant. Ce qu'il dit est exactement vrai. Là, il rejoint la fable des montagnes, la misère qui côtoie l'abondance. Il faut exclure cela. Parce que aujourd'hui, si le député est riche et que ses collaborateurs... Vous ne parlez pas de vous, quand que... Bon, c'est un exemple que je prends. Donc, si le député est riche et que tout son entourage est pauvre, d'une manière ou d'une autre, il ne bénéficiera pas de ces richesses. Parce que je peux prendre par exemple le cas de ce qui se passe avec le phénomène des prises d'otages dans la région de l'Adamawa. On cible une personne qui est riche et parfois vous les prenez d'otages et vous voyez ce sont les complices, c'est les gens de la famille. Donc il ne faudrait pas se contenter de sa richesse et laisser les pauvres de côté. C'est un avertissement que vous lancez aux riches? Donc, en fait, ce que l'honorable Manfo parle, Alain Touraine appelle ça le principe de la subjectivation. C'est-à-dire l'individu créateur, l'individu libre, l'individu travailleur. Et quand on va aboutir à ce stade, on est même déjà à ce stade, parce que quand il dit qu'il ne faut pas seulement donner du poisson à quelqu'un qui n'en a pas, mais il faut lui apprendre à pêcher. On sort de l'esclavage, tout simplement, en travaillant de cette façon-là. Et quand Alain Touraine demande justement que dans toutes les sociétés, ce principe de subjectivation soit appliqué, c'est pour permettre justement, je dirais, la destruction totale et absolue de l'esclavage. Est-ce qu'il n'y a pas le pendant d'Alain Touraine au Cameroun, professeur? Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas un pendant d'Alain Touraine au Cameroun? Bon, ça peut être moi. Il y a Denis en bas qui veut réagir. Non, je voudrais dire que au niveau des institutions, je voudrais effectivement dire que dans les usages publics au Cameroun, et même dans la façon d'apprécier les gestes publics au Cameroun, il y a cette notion de mansuétude et de don qui, moi, a l'habitude de m'agacer. On a des responsables publics qui, dans le cadre de leur mission ordinaire, ils construisent une salle de classe, ils apportent une assistance à des Camerounais en difficulté, on parle de dons. On parle de dons, on parle de cadeaux, ainsi de suite. Ça donne effectivement le sentiment de ce que le député dit, qu'on est dans un état où on a le sentiment qu'il y a des forts et il y a des faibles. Et je voudrais paraphraser le professeur Mononzana qui parle de la nouvelle société camerounaise qui est divisée plutôt en deux, entre d'un côté les riches et les pauvres. Et je crois que c'est le drame, on fait bien de finir l'émission par là, le drame effectivement du risque de la déconstruction de l'unité nationale et du vivre ensemble, l'injustice d'État. L'injustice d'État, cette malgouvernance, cette mauvaise redistribution de la fortune publique qui effectivement donne le sentiment à ceux qui participent à l'effort national qu'il y a ceux qui en profitent et ceux qui n'en profitent pas. Et ce sont ces divisions-là, ce sont ces lames-là qui continuent de trancher, qui continuent de diviser et qui font très mal. On peut avoir d'excellentes politiques, on peut avoir une très bonne constitution, on peut avoir de très belles visions, mais si le peuple, si les populations ont le sentiment que
dans la gouvernance publique, dans les politiques publiques, il y a ceux qui profitent et ceux qui ne profitent pas. Et que chaque fois, lorsqu'ils ont droit à quelque chose, lorsqu'ils demandent quelque chose, on leur fait des dons. Ça donne le sentiment effectivement que l'unité nationale est en péril. Alors, Joël, comment établir aujourd'hui le juste équilibre entre une société très opulente et l'autre très nécessiteuse? Il faut moins de choses. En quelques mots, nous sommes il faut mettre fin. Un système éducatif qui permet à l'élève ou diplômé de pouvoir s'insérer. Et donc, en amont, cela suppose qu'on ait des politiques publiques qui encouragent l'entrepreneuriat. Il faut des mesures incitatives. Imaginez-vous quand c'était encore une TVA à 19,25%, que désormais dans l'État vous avez 7% du capital qu'il faut. Alors, il y a une assiette, il y a un poids fiscal qui tel que l'initiative privée relève de l'extraordinaire au Cameroun. Donc il faut mettre des mesures comme celle-là. Je pense qu'à partir de là, et puis il y a peut-être aussi l'article 66 de la Constitution qui doit finalement être appliqué pour que l'on sache, qu'on puisse au moins tracer et comprendre que maintenant il y a quelque chose qui ne va pas et ça va arrêter tant qu'il est temps. Merci. Professeur Joseph Kanke, sur le plan institutionnel, il y a tout pour que le vivre ensemble soit perpétué? Oui, il y a tout. S'il y a quelque chose à ajouter, ce serait quoi? Non, il faut seulement appliquer le dispositif juridique qui existe déjà sur la question du vivre ensemble. Je vous ai cité l'article 1er de la Constitution de 1996. J'ai d'abord cité le préambule. Je vous assure qu'en lisant et en appliquant ce préambule, qui par ailleurs fait partie intégrante de la Constitution, l'article 1er, n'est-ce pas, qui parle de l'état de la souveraineté, vous allez vous rendre compte que c'est-à-dire, si on applique vraiment cet article 1er, ce préambule, à mon avis, il n'y aura plus rien à ajouter sur le vivre ensemble. Parce que là, vous savez, chaque peuple a son histoire. Chaque État a son histoire. Chaque État, et les institutions évoluent. Et quand je dis même qu'il n'y a plus rien à ajouter, ça veut dire qu'au moins pour le moment, je souhaite l'application justement de ce dispositif juridique. En l'appliquant, on évolue. Mais on peut, dans l'application, se rendre compte, n'est-ce pas, de certains aspects qui ne tiennent pas et les corriger. Et ça permet toujours une évolution institutionnelle. Et Merci. là, c'est déjà quelque chose d'assez important. Nous avons tout, hein, mais il faut l'application. Vous voyez, vous avez quelqu'un évoqué l'article 66 de la Constitution. Qu'il faut appliquer. Merci, professeur. Marouf, Oui, qu'est-ce qui, selon vous, peut aider aujourd'hui à conforter l'unité nationale dans toutes les régions du Cameroun? C'est de rendre effective la décentralisation au Cameroun et promouvoir les politiques publiques de développement, promouvoir les politiques économiques au Cameroun, valoriser le secteur privé. Pour conclure, je peux dire que l'aéronef du vivre ensemble a décollé, mais n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Cet aéronef atteindra sa vitesse de croisière si et seulement si l'État applique tout ce que l'honorable vient de dire sur le plateau. Messieurs, merci d'avoir regardé Mosaïque édition 2. Merci à vous qui êtes venus sur le plateau avec nous, contribuer au vivre ensemble et à la cohésion nationale. Merci à Parfait Zambo qui dirige l'équipe technique derrière cette émission. Gislain, on va donner rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain, merci à nous inviter et merci de nous avoir suivis. Bonne soirée en compagnie du programme de Canada International. Bonsoir et à mardi pour un autre rendez-vous de Mosaïque.